Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Moi, je suis ici pour vous parler de ma relation toxique avec un méningiome. Donc, euh, Déclaration de non-responsabilité. Alors, je ne suis pas médecin. On a entendu des experts dans le domaine ce matin qui nous ont entretenus sur les recherches et puis sur le côté davantage scientifique. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Donc, je ne vous donne pas d'avis médical. Là, c'est vraiment l'expérience que moi, j'ai vécue. Alors, en introduction, je suis la fille d'un père qui a eu un glioblastome multiforme en juillet 2010. Et moi-même, je suis survivante d'une tumeur cérébrale non maligne, donc un méningiome que j'ai eu au mois d'août 2021 et pour laquelle j'ai été opérée en mars dernier, il y a environ 8 mois. Je vais vous parler du diagnostic de glioblastome que mon père a eu. Juillet 2010, mon père est diagnostiqué d'un glioblastome au lobe temporal gauche à l'âge de 67 ans. C'était un homme en forme, qui avait une bonne alimentation, qui faisait beaucoup d'exercices. C'était une grande surprise parce que, jusqu'à peut-être quelques semaines avant le diagnostic, il était en pleine forme. Et puis, les symptômes qu'il a ressentis, c'était beaucoup de fatigue, difficulté à entendre, la vision trouble et puis de l'aphasie. Donc, en août 2010, on lui fait une biopsie et ça confirme le diagnostic, glioblastome multiforme. Comme disait Dr Fortin tantôt, alors c'est un diagnostic incurable. Alors, à cette époque-là, on se reporte à il y a 12 ans. La durée de vie suite à un diagnostic comme ça, mais c'était quelques mois. Pour prolongé. On lui a fait de la radiothérapie, chimiothérapie, par la suite hospitalisation, soins palliatifs et décès en 2010, en octobre 2010. Alors, suite à ça, beaucoup de questionnements de mon côté. Alors, est-ce que c'est héréditaire? On me dit non, les glioblastomes ne sont pas héréditaires. Donc, les probabilités d'avoir un tel diagnostic sont les mêmes pour les autres personnes, pour le reste de la population. Donc, ce n'est pas héréditaire. Alors, de mon côté, depuis 2018, j'avais des symptômes inhabituels, donc maux de tête, pression dans la tête, étourdissement, tangage. C'était comme si j'étais en bateau. Là. Si vous avez déjà vécu une expérience, j'avais ces symptômes-là. J'avais un mal de cou. Donc, tantôt, quand l'ostéopathe a fait sa présentation, j'ai allumé à ce point-là parce que, j'avais des maux de cou inhabituels. J'avais des points noirs dans un champ de vision du côté droit. J'avais de la fatigue et de la difficulté de concentration. Donc, j'étais quelqu'un qui a tout le temps fait beaucoup de lectures, qui a tout le temps fait des activités qui demandaient de la concentration. Et puis là, tout d'un coup, je trouvais ça difficile. Donc, le diagnostic de mon médecin de famille, c'est du surmenage et la préménopause. Et aussi, je ne l'ai pas mis dans la présentation, et aussi de l'arthrose pour le mal de cou. Donc, durant l'été 2021, en pleine COVID, j'ai eu des symptômes inhabituels qui étaient plus intenses. Donc, encore là, avec la COVID, je me demandais est-ce que c'est relié à la COVID? Est-ce que ça peut être le stress, justement, de vivre dans une pandémie? Mais vraiment, je me sentais pas bien. Donc, je vais faire une visite à l'urgence de l'hôpital. On me fait un CT scan et puis on me donne un diagnostic de méningiome au lobe frontal. Suite à ça, j'ai fait une IRM qui est venue confirmer que le méningiome avait 2,3 cm et qui était près du sillon olfactif. Donc, à ce moment-là, je rencontre un neurologue, un neurochirurgien, et l'option qu'on m'offre à ce moment-là, c'est de faire un suivi dans 6 mois pour voir la progression. Donc, ici, on a une illustration qui provient du livre de Dr Fortin.
et puis qui indique les différentes zones du cerveau, donc le lobe frontal. Et puis, le lobe frontal, c'est tout ce qui est responsable de la coordination motrice. Il y a tout ce qui coordonne le côté musculaire, les mouvements de tête. C'est aussi tout ce qui est cognitif, donc la mémoire, prise de décision, créativité, raisonnement par analogie. Donc, quand j'ai eu ce diagnostic-là, pour moi, c'était un choc. Comme je vous disais tantôt, je ne me considérais pas à risque d'avoir une tumeur cérébrale, même si mon père en avait eu une, parce que c'est pas considéré héréditaire. Et puis, par rapport aux symptômes que mon père avait eus, qui étaient complètement différents, comme je vous mentionnais tantôt, lui, c'était des problèmes au niveau auditif, au niveau de sa vision, au niveau parole, mais lui, c'était au lobe temporal. Donc, on voit la différence entre les deux endroits. Alors, mes recherches, parce que suite à mon diagnostic, j'ai décidé de faire un petit peu plus de recherches. Méningiome olfactif, qu'on voit ici sur le schéma, c'est prédominant chez les femmes. Ça peut devenir très gros avant que les symptômes soient considérables. Alors, les maux de tête, ça représente le symptôme qui est le plus fréquent. Une baisse de l'acuité visuelle parce que c'est proche du nerf optique. Aussi, c'est des troubles du comportement, perte de l'odorat et puis des crises d'épilepsie. Donc, suite au diagnostic, c'est sûr que ça m'a troublé beaucoup. J'ai eu des doutes sur l'exactitude. Alors, je me disais, est-ce que j'ai vraiment ça? C'est quoi les autres options qui me sont offertes? Parce que, attendre 6 mois, pour moi, ça paraissait une éternité pour voir comment se comportait la tumeur et puis aussi à quel rythme qu'elle grossissait. Parce que ce qu'on m'avait dit, c'est qu'un méningiome, ça prend beaucoup de temps à se développer et puis habituellement, ça grossit de 1 à 2 mm par année. Donc, pour moi, attendre 6 mois, c'était quelque chose de très difficile. Ça me créait beaucoup d'anxiété. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour en connaître davantage sur le type de tumeur que j'avais. Donc, je suis allée sur le site de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. J'ai fait venir les brochures que Romina vous a présentées au tout début. J'ai fouillé sur les sites d'universités américaines qui ont quand même beaucoup d'informations sur les méningiomes, donc le Johns Hopkins, la clinique Mayo, le National Library of Medicine qui a beaucoup d'études qui sont présentées au niveau des méningiomes. Je suis allée voir sur les groupes de discussion. Je suis allée lire des témoignages, donc d'autres personnes qui avaient vécu des tumeurs cérébrales non malignes. Donc, j'ai fait mes recherches et puis suite à ça, c'est ça, ici je vous ai indiqué les différents témoignages, je vous ai mis les liens, je vous les présenterai pas aujourd'hui, mais je vous invite après la conférence à aller voir ces témoignages-là qui sont très bons et qui sont très positifs et encourageants. Donc, après avoir fait mes recherches, après avoir échangé avec des personnes qui avaient vécu la même situation que moi, donc des diagnostics de tumeurs cérébrales, j'ai jugé opportun d'aller demander un deuxième avis auprès d'un neurochirurgien spécialisé dans les tumeurs à la base du crâne. Parce que, comme je vous ai montré sur le graphique tantôt ici, donc, les tumeurs olfactives, c'est ce qu'on appelle à la base du crâne. Donc, c'est une spécialité au niveau de la neurochirurgie parce que ça se trouve en arrière de l'œil et puis c'est vraiment là à la base du crâne, au bas du cerveau. Donc, à force d'échanger avec différentes personnes, on m'a dit, c'est ça, demande un deuxième avis, ce que j'ai trouvé qui était excellent. Donc, ici, je vous mets des petits trucs. Comment se préparer à une rencontre quand on veut un deuxième avis. Donc, faites la liste de vos symptômes. Renseignez-vous au préalable sur la condition que vous avez. Préparez les informations qui sont utiles, comme par exemple, si vous avez les CD
avec vos résultats de scan, d'IRM. Faites une liste de vos questions, faites-vous accompagner, prenez des notes, puis n'hésitez pas à demander des clarifications lorsque c'est nécessaire. Suite au deuxième avis, ce que le neurochirurgien m'a mentionné, c'est que, oui, on suggérait d'attendre 6 mois pour voir la progression et que si ça créait trop d'anxiété, on pouvait faire l'opération tout de suite. Donc, il y a eu un temps d'attente parce qu'on était en pleine pandémie. Donc, les opérations, c'était principalement les opérations qui sont très urgentes qui étaient faites. Donc, moi, ce n'était pas un cas prioritaire. Donc, pendant le temps d'attente, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la tristesse, l'anxiété, les émotions négatives qui viennent avec un tel diagnostic? Alors, contacter son programme d'aide aux employés. Donc, si vous avez la chance, comme moi j'avais, d'avoir un employeur qui a un programme d'aide aux employés, ça peut être intéressant. Donc, j'ai été mis en contact avec une psychothérapeute qui m'a recommandé différentes activités, donc de la méditation, du coloriage thérapeutique, des lectures, écouter de la musique, regarder des films, faire de la marche, de la natation, de l'aquagym, en parler avec nos proches, alors nos familles, nos amis, c'est des très bons supports, c'est des gens qui peuvent nous encourager. Donc, pour moi, c'était des trucs que je trouvais très utiles. Et puis, j'ai été mise en contact avec une personne qui avait eu une opération similaire pour une tumeur aussi au niveau du sillon olfactif. Donc, cette personne-là a été opérée en décembre dernier. Et puis, son mantra à elle, c'était celui qui provient de la chasse à l'ours, donc qui est un conte. Et puis, ce qu'on dit, c'est on ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous, allons-y, il faut l'affronter. Donc, je vous ai mis le lien YouTube avec la comptine qui est très amusante et puis qui va vous revenir dans votre tête quand vous allez l'écouter. Alors, je vous suggère d'aller voir ça. Donc, c'est ça. Donc, pour trouver le courage, c'est ça. On n'a pas le choix de l'affronter. Donc, pour avoir une attitude positive face à la chirurgie, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai trouvé des sites Internet où est-ce on nous donnait des trucs pour se préparer à une telle chirurgie. Donc, le 17 mars 2022, j'ai eu une craniotomie bifrontale qui a duré 9 heures. Donc, on voit la photo à mon réveil, donc quelques heures après mon réveil. Comme vous voyez, je suis souriante, donc c'est un grand bonheur, c'est un soulagement au réveil. Donc, souvent, on se demande comment on se sent quand on se réveille d'une telle chirurgie. Pour moi, c'était soulagé, c'était sorti de ma tête et puis c'était le temps de guérir et de passer à autre chose. Donc, c'était une convalescence de 3 mois. Les 5 premières semaines, c'était très difficile. Donc, l'effet de la médication, principalement le décadron qui avait beaucoup d'effets secondaires, de la fatigue, des faiblesses, peu de concentration. J'ai eu la chance d'avoir un support des proches pour mes tâches quotidiennes. Et quand je vous dis de la fatigue, l'activité de ma journée, c'était prendre ma douche. Donc, une fois que j'avais pris ma douche, j'avais plus la force pour faire autre chose. Donc, ça a été 5 semaines qui ont été difficiles. Par la suite, l'énergie est revenue peu à peu. J'ai commencé à faire des marches. Je me mettais des objectifs. Donc, je ziotais les bancs qui étaient proches de chez moi et je me disais, bon, aujourd'hui, tu dois te rendre à tel banc. Et puis, ma récompense, parce que je fonctionnais avec un système de récompense, c'était un bonbon si je réussissais à me rendre à mon banc. Donc, ça peut paraître très basique, mais c'était des façons de me donner des objectifs. Et puis, c'est ça, peu à peu, j'ai repris mes activités. Donc, je vous dirais, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui doit passer par une telle chirurgie, il faut se donner de la patience. Il faut écouter notre corps. Donc, si on n'a pas la force ou on n'a pas l'énergie de faire une activité, on ne la fait pas. Puis, ça revient peu à peu.
Donc, je me suis remis à faire du vélo. Vous voyez une photo de moi 3 mois après la chirurgie, donc fin juin. J'ai fait de la baignade, je me suis remis à faire de la marche. Donc, maintenant, je marche facilement 4 à 5 kilomètres par jour. Et puis, j'ai adopté un petit chien au mois de septembre. C'était ça aussi un des éléments. Juste avant ma chirurgie, je m'étais dit que si tout se passait bien, ben, ma récompense, c'était d'aller me chercher un petit chien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour terminer, ben, je voudrais remercier mon époux, ma mère, qui ont été présents tout au long de l'épreuve et qui m'ont soutenue en continu. Ils ont été présents avec moi à l'hôpital pendant mes 6 jours d'hospitalisation. Donc, ils se sont relayés. J'avais toujours quelqu'un avec moi, jour et nuit. Je voudrais aussi remercier mes amies survivantes, donc toutes celles qui m'ont encouragée et qui sont passées par là avant moi. Je pense à elles et puis leur support, c'était très important. Mes amis et mes proches qui ont été là, qui m'ont encouragée, tous les mots que j'ai eus, ceux qui sont venus me porter des repas par la suite. Donc, merci à vous, au personnel médical, au docteur Di Maio de l'Hôpital général juif de Montréal, grâce à qui ben, j'ai pu la tumeur. Les docteurs David Fortin et le professeur Yann Souk pour la permission d'utiliser les illustrations dans la présentation. Je voudrais remercier aussi tous les chercheurs dans le domaine des tumeurs cérébrales qui font beaucoup de travail pour arriver à une solution à ces tumeurs-là. Puis, je voudrais remercier aussi la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Sophie. C'est extrêmement inspirant. Puis, en plus, toutes les pistes que tu donnes et ton parcours, c'était une présentation magnifique. Puis, merci d'être là. Puis, c'est super pour ton petit chien. On l'a vu tantôt. Je ne sais pas si c'est encore sur toi, non? C'est cute. Donc, je sais qu'on a déjà eu un commentaire qui nous disait merci pour votre témoignage porteur d'espoir. Bravo pour votre courage. Question pour Sophie. Qu'est-ce qu'on vous a dit à votre réveil? Avez-vous une rémission complète? Je vous dirais pour la rémission, oui, parce que bon, moi, c'était une tumeur bénigne et puis le neurochirurgien a réussi à vraiment tout enlever la tumeur. Donc, c'est pour ça que c'est une chirurgie qui a été longue, 9 heures de chirurgie. Mais c'est ça, le neurochirurgien était capable de tout enlever en préservant mon odorat et puis mon goût. Parce que c'était un des risques de la chirurgie, donc que je le perde parce que la tumeur était collée sur le nerf olfactif, mais bon, finalement, tout s'est bien passé. Et puis, c'est ça, ils ont réussi, le neurochirurgien a réussi à tout enlever. Donc, pour moi, oui, c'est une rémission complète. Qu'est-ce qu'on m'a dit à mon réveil? Ben, je me souviens encore, j'avais les infirmières et le neurochirurgien à côté de moi qui m'ont dit c'est complété, tout s'est bien passé. Donc, c'est l'image que j'ai eue à mon réveil. C'est parfait, ça. C'est la meilleure des choses qu'on peut avoir, c'est la meilleure des choses qu'on peut entendre. Avez-vous des suivis réguliers des IRM? Oui, ben, j'ai mon prochain IRM au mois de décembre et puis par la suite, ça va être des suivis annuels pendant, je pense, 5 ans. Parce qu'il y a quand même il y a une faible probabilité que ça revienne, mais quand je dis faible, c'est bon, un 10 à 20 %. Donc, c'est quand même très faible, surtout que la tumeur a été enlevée au complet. Je vois une petite question ici dans le chat. Avez-vous perdu des cheveux suite à l'opération? Ah, c'est une bonne question, surtout quand on est une fille, c'est quelque chose qui est préoccupant. Oui, je vous dirais, ben, si j'ai perdu des cheveux, c'est sûr qu'on rase. Donc, pour moi, la cicatrice part du côté de l'oreille gauche et va jusque du côté de l'oreille droite. Et puis,
les cheveux ont été rasés, mais je vous dirais peut-être à un 5 cm de mon front. Donc, on m'a quand même laissé mes cheveux en avant, donc ça pouvait se camoufler. Je pouvais mettre un bandeau dans mes cheveux, puis ça paraissait pas trop. Et puis, bon, ces cheveux-là, ça a repoussé. Je vous dirais, là, ça fait 7 ou 8 mois. Puis, si vous me regardez, ben, les cheveux sont revenus. Donc, ça n'a pas, j'ai pas perdu mes cheveux. C'est juste qu'ils ont été rasés. Mais c'est ça a repoussé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de ton côté, Romina? Non, vraiment juste des commentaires. Les gens te remercient d'avoir partagé ton histoire. Puis, je te remercie beaucoup, Sophie. C'était très intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Puis, pour ceux qui viennent d'être nouvellement diagnostiqués, ben, je vais vous dire, ayez espoir, puis du courage, puis c'est ça. On passe au travers.